Depuis 2 ans, ce couple de la région de Metz vit dans l'angoisse. Leur meilleur ami est enfermé dans une prison indonésienne pour trafic de drogue. On vit plus, je sais pas, c'est lui, il est dans nos pensées tous les jours, tous les jours, tous les jours. Ça fait 2 ans passés et puis non quoi. C'est long, je t'assure, c'est long. 2 ans comme ça, nous on est là, on a un toit, Et lui là-bas 2 ans, c'est Binette Express en pire. Hein. En pire, sincèrement en pire. Leur ami, Serge Atlaoui, 43 ans, est incarcéré à Jakarta. Pire, le 29 mai dernier, Manuel et sa femme apprennent une terrible nouvelle. Serge est condamné à être fusillé. Genre, on ne s'attendait pas à ce qu'il ait la peine de mort. Vous voyez, le fait ça là. Alors, ça tourne à tout maintenant. Ça m'a fait mal, très mal. Encore maintenant. L'incompréhension est totale pour son meilleur ami. C'est une histoire hors du commun. Celle d'un simple artisan soudeur qui se retrouve dans le couloir de la mort d'une prison de haute sécurité à l'autre bout du monde. Comment Serge Atlaoui s'est-il retrouvé mêlé à l'une des affaires de drogue les plus retentissantes qu'ait jamais connue l'Indonésie? Pourquoi ce père de famille a-t-il été condamné à une peine d'une telle sévérité? Et est-il vraiment coupable? C'est dans cette petite ville de Lorraine que Serge Atlaoui a grandi. Issu d'un milieu modeste, après une courte scolarité, il est embauché comme soudeur sur les chantiers de la région, comme ici, lors des travaux de rénovation de ces hauts fourneaux. Ces dernières années, il s'endette, notamment pour acheter une maison où il vit avec Sabine, sa compagne, et leurs 3 enfants. C'est alors qu'à l'automne 2005, un ami néerlandais, Nicolas Garnick, lui propose un job très bien payé, 4 000 € pour assembler des machines dans une usine durant 2 semaines. Mais pour cela, il faut aller jusqu'en Indonésie. C'est parce qu'il a accepté ce travail qu'aujourd'hui Serge Atlaoui croupit derrière les barreaux de cette prison de Jakarta, la plus surveillée du pays. Mais avant son départ, que savait-il de la tâche qu'il devait accomplir? En connaissait-il les risques? Pour le savoir, nous avons cherché à le rencontrer en détention. Munis d'une discrète caméra, nous entrons dans le hall d'attente du parloir. On va dans la salle d'abord. Des dizaines d'épouses ou de proches attendent leur tour. Le bâtiment est propre et moderne, et après 1h30 d'attente, nous allons enfin pouvoir rencontrer le condamné français. Évidemment, il est interdit de filmer les lieux, alors pour éviter que l'interview, une fois diffusée, ne cause des ennuis à Serge, nous l'enregistrons à son insu. Comment ça s'est passé? Pourquoi tu es venu en Indonésie en fait? Pour travailler, essayer de récupérer un peu d'argent pour payer mes dettes. D'accord, donc tu avais des problèmes financiers. Oui, exactement. Et tu es venu faire quoi comme travail ici en fait? Technicien. Technicien, tu savais de technicien de quoi? Installer des machines industrielles. D'accord. C'est un ami qui t'a contacté? C'est une connaissance d'un ami à moi. Je ne connais pas personnellement, je ne connais pas tout. Donc tu savais pas ce que tu venais réparer comme machine? Non, uniquement c'était une machine, une fabrique d'acrylique. Oui. Et que je devais absorber les machines qui se trouvaient dans des caisses. Oui. Et c'est ce que j'ai fait. En réalité, cette usine n'est pas tout à fait une fabrique de textiles acryliques. Elle se trouve en rase campagne, à 2 heures de route de la capitale. À l'époque, le voisin avait été surpris par la présence un peu incongrue de nombreux salariés étrangers sur le site. Il y avait un Hollandais, un Français, beaucoup de Chinois et des Coréens, un Australien. 3 d'entre eux restaient toujours à l'intérieur. Ils habitaient là. C'était un petit Chinois, un Coréen et un Hollandais. Et le Français? Ils faisaient des allers et retours. En fait, Serge Atlaoui, comme les autres étrangers, ont été embauchés par un patron indonésien dans un but bien précis. Le lieu de production, c'était là-bas. Dans cet entrepôt, bien à l'abri des regards, se trouvait un laboratoire clandestin. C'est fermé à clé. Derrière cette porte, les employés tentaient d'élaborer
de la MDMA, le principal composant d'une drogue très répandue, l'ecstasy. Aujourd'hui encore, Serge Atlaoui est formel. Il affirme n'avoir découvert ses activités illicites qu'une fois sur place. J'ai vu qu'ils ont maquillé une porte en porte secrète et là ça m'a choqué. Ouais. Et j'ai demandé si mon ami c'est là qui m'a dit que c'était des tests de produits chimiques pour être composant de l'MDMA. Le MDMA, tu savais ce que c'était, donc tu savais quand même où tu mettais les pieds quand même. Ah oui, mais tant qu'on m'a dit qu'il n'y avait aucune production, parce que c'est pour ça que j'ai accepté de rester. Je restais plus qu'une semaine, Ouais. je n'avais pas été payé si je partais maintenant. Même mon ticket d'avion, au retour, c'est moi qui ai dû payer. Donc. Ah d'accord. C'est donc en connaissance de cause que Serge Atlaoui accepte de terminer sa mission. Mais ce que le Français ne sait pas, c'est que l'usine est sous haute surveillance. Il y avait 4 policiers. Ils habitaient là-bas, dans cette maison, à l'entrée de l'usine. Ils s'étaient fait passer pour des étudiants. Ils sont restés 5 mois en observation. La journée, ils regardaient tout, depuis la buvette là-bas. Le 11 novembre 2005, la brigade des stupes investit les lieux. À l'intérieur, les policiers constatent que leurs soupçons sont bien fondés. Certes, la ligne de production n'est pas encore opérationnelle, mais selon les autorités, l'usine aurait pu produire à terme jusqu'à 5000 pilules d'ecstasy par jour. C'est l'une des plus grosses affaires de drogue jamais découvertes dans le pays. Alors devant les médias, le président indonésien en personne vient féliciter les policiers pour ce coup de filet. 12 personnes sont arrêtées. 5 Indonésiens, les autres sont tous étrangers. Parmi eux, Serge Atlaoui, qui devait terminer sa mission seulement quelques jours plus tard. Le Français va alors comparaître devant la justice indonésienne. Et en novembre 2006, il est condamné à une très lourde peine, la perpétuité. Loin des siens, au fond de sa cellule, Serge Atlaoui parvient pourtant à faire face. Et c'est notamment grâce au soutien d'une Française. Hélène connaît bien le système carcéral du pays. Et pour cause, son fils, Michael Blanc, a été condamné par la justice indonésienne à perpétuité pour un trafic de drogue qu'il a toujours nié. Depuis 7 ans, elle s'est installée dans la région pour être au plus près de son fils. Alors quand Hélène a su qu'un autre Français était détenu à vie à Jakarta, elle a réagi immédiatement. Simplement, j'ai entendu son cas et comme c'est quelqu'un de français, je me suis sentie concernée et j'ai essayé de le rencontrer parce que c'est ce que j'essaye de faire, de tendre la main un peu aux personnes qui sont en prison, connaissant le sujet assez bien aussi. Et donc c'est comme ça que j'ai rencontré Serge, en allant le voir tout simplement. Hélène a même accepté de participer à un événement extraordinaire dans la vie carcérale de Serge. C'était au mois de janvier dernier. Sa compagne Sabine avait fait le déplacement jusqu'à Jakarta. Ils ont décidé de se marier et donc ils m'ont demandé, Sabine m'a demandé d'être son témoin. La cérémonie de mariage s'est déroulée au cœur même de la prison. Il y avait bien sûr toute l'administration de la prison qui était présente. C'est monsieur le consul de France qui les a mariés. On a même eu un petit repas. Enfin, c'était vraiment bien. C'était très touchant, très vrai. C'est sûr que c'est un côté un peu surréaliste, mais il y avait tellement de bonheur entre eux, et tellement d'amour et tellement que c'était quand même une fête. Et Serge avait dit qu'il voulait que ce soit une fête, que ce soit un bon souvenir pour lui et sa femme. Un moment de bonheur bien fugace. Car 4 mois plus tard, coup de théâtre. Le 29 mai dernier, la Cour suprême aggrave le verdict. Ce ne sera pas la perpétuité, mais la condamnation à mort. Le porte-parole de la plus haute instance judiciaire du pays justifie très sereinement le recours à la peine capitale. Dans ce pays musulman, la lutte contre le trafic de drogue est une priorité. Et selon lui, Serge Atlaoui est lourdement impliqué dans l'affaire. Nous estimons que Serge Atlaoui est un spécialiste. C'est un trafiquant indonésien qui l'a fait venir exprès en Indonésie
pour fabriquer des produits stupéfiants. Il était accompagné d'un Néerlandais, Nicolas Garnick. Ils ont été embauchés tous les deux pour leur savoir-faire dans la production d'ecstasy. Ces personnes sont des experts. Nous les avons condamnés à mort car ils risquaient de transmettre leur savoir-faire à des trafiquants indonésiens. Une condamnation à mort pour l'exemple, en quelque sorte. Depuis sa prison, Serge Atlaoui est lui persuadé qu'on a cherché à gonfler l'affaire. J'ai avoué ce que j'ai fait et on m'en met beaucoup plus sur le dos. Ça, c'est insupportable. On me met que je suis un des responsables du réseau. Donc, c'est de l'absurdité, hein. C'est vraiment absurde. Je veux bien être puni pour ce que j'ai fait, mais pas pour plus. Complice malgré lui. Voilà donc la seule faute que reconnaisse le Français. Mais sa ligne de défense est-elle crédible? Nous sommes retournés dans la région de Metz, chez Manuel, son ami de 30 ans. Ce jour-là, nous lui montrons la vidéo tournée dans la prison de Jakarta. Donc tu ne savais pas ce que tu venais réparer comme machine? Non, c'est Une perte de poids importante. Hein. Ouais. Qu'est-ce qui a pu se passer? Sa naïveté, comme d'habitude. Toujours naïf, toujours à faire confiance à tout le monde, et puis tôt ou tard, il fallait que ça lui tombe dessus. C'est-à-dire qu'il s'est laissé embarquer? Oui, il s'est laissé embarquer, oui. Et, à mon avis, il était surtout pas au courant. Il s'est fait piéger, comme d'habitude. Il est trop naïf, c'est quelqu'un de trop naïf. Ils ont mis tout le monde dans le même sac, ils n'ont pas cherché à comprendre pourquoi la personne était là. Qu'est-ce qu'elle faisait là, déjà de une. Donc ils ont mis tout le monde dans le même sac, ils ont ramassé tout le monde, et puis tout le monde a pris pareil, quoi. Serge Atlaoui paierait donc un prix bien trop élevé au regard de sa réelle implication dans l'affaire. La justice indonésienne, elle, ne s'embarrasse pas de ces considérations et l'exécution du Français reste potentiellement à l'ordre du jour. Cette exécution n'aura lieu qu'après l'accord du président de la République. Le peloton d'exécution sera composé de 12 tireurs. Et parmi les 12 qui vont tirer, un seul tirera à balles réelles. Les 11 autres utiliseront des balles à blanc. C'est juste pour que les tireurs ne sachent pas lequel d'entre eux a vraiment tué. Dernier espoir pour Serge, une grâce présidentielle. Depuis 1980, l'Indonésie a procédé à l'exécution de 40 condamnés à mort.